Bonjour, donc je m'appelle Sébastien Franck, je suis professeur d'anglais au lycée des Flandres à Hasbrook dans la Camille de Lille et je vais avec cette vidéo vous présenter un petit peu ma classe inversée, comment j'utilise la classe inversée à travers un cas concret depuis l'élaboration du projet jusqu'à son évaluation. Donc dans mon approche de la classe inversée est venue pour moi à un moment donné de ma carrière où je me posais des questions sur ce que je voulais faire. Je n'arrivais pas à répondre à des questions fondamentales et les rencontres que j'ai pu faire à travers Inversons la classe et puis à travers tous les collègues et les amis que je me suis fait sur Twitter et sur les discussions m'ont amené à me positionner sur une expérimentation de renverser la classe, d'inverser les choses et de voir est-ce que de cette manière-là mes élèves sont plus motivés, sont plus participatifs, si j'arrive à gérer l'hétérogénéité des groupes et comment j'arrive à personnaliser mon travail et comment j'arrive à les remotiver. Donc ma classe inversée donc en anglais et ici la présentation d'un projet concret en fait donc qui s'appelle Case Number One Travel Troubles que j'ai à destination des élèves de première ES puisque je cible par rapport à ça une thématique qui pourrait être pour eux une manière de pouvoir réinvestir des éléments qu'ils voient dans d'autres matières afin de pouvoir créer des ponts entre les différentes disciplines. En amont, donc dans l'élaboration de mon projet, dans la préparation, j'adore scénariser les choses et donc j'invente une histoire dans laquelle ils vont jouer un rôle et où l'anglais va répondre à des besoins et résoudre des problèmes du quotidien. Dans ma scénarisation, donc je prends deux parties du programme, deux parties des deux notions du cycle terminal, à savoir espace et échange à travers l'entrée culturelle du voyage, des flux migratoires, et lieu et forme du pouvoir sur la justice et sur le pouvoir des avocats. J'ai créé en fait une sorte de lieu dans lequel je suis le directeur d'un cabinet d'avocats et ma première ES avec laquelle je travaille sur ce projet en fait ont créé au début de l'année des cabinets d'avocats où on s'est posé la question de qu'est-ce qu'un avocat, ils ont dû me présenter des cas à défendre, tout ça et donc maintenant le deuxième projet c'est réellement, concrètement comment ils vont être amenés à défendre des clients. Donc défendre des affaires à travers qui sont liées donc au flux migratoire, au tourisme, qui va leur permettre de réinvestir les connaissances et puis surtout de développer l'argumentation argumentée qui me semble être aussi une compétence externalisée et qui leur permettra de pouvoir développer l'argumentation dans d'autres matières. Pour préparer mes cours, en fait, je fais des recherches documentaires avec trois plateformes essentielles. Scoopit, qui est une veille numérique qui me permet, grâce à l'utilisation de mots-clés, de pouvoir trouver tous les documents que je veux et toutes les sources que je veux. Scoopit a un gros avantage, c'est qu'il y a un résumé de chaque document qui me permet de pouvoir trier plus facilement les données sans ouvrir à chaque fois le document. Donc quand elles m'intéressent, je clique sur Scoopit et puis je les mets quelque part, qui me permettra de pouvoir les stocker et de les retrouver plus tard. Pour tout ce qui est vidéo, j'utilise donc une page professionnelle que j'ai créée sur YouTube où je crée des playlists avec les vidéos que je trouve sur YouTube, des playlists qui vont pouvoir être accessibles aux élèves, des playlists avec les liens que je vais pouvoir donner aux élèves. Et puis j'utilise aussi Portrees qui me permet d'être une sorte de grande bibliothèque dans laquelle je peux stocker mes différentes ressources, vidéos, textes, et qui est lié à Scoopit, qui fait que dès que je mets quelque chose sur Scoopit, hop, il apparaît sur la barre en bas ici et je peux le classer dans les différents dossiers que j'ai préparés. C'est un travail très chronophage au début de mise en place, mais une fois qu'on a créé ces outils petit à petit, on n'a plus à rechercher les documents et on va beaucoup plus vite. Quand je veux lancer mon projet, en fait, j'utilise sur le NT en fait une infographie que j'ai créée avec Pictochart qui me permet de visualiser un peu le parcours qu'on va faire avec les élèves. Donc je me suis un peu inspiré du plan de travail que j'ai pu glaner à droite à gauche dans mes discussions, afin que les élèves visualisent le parcours à faire avec les différentes missions qui vont les amener de la conceptualisation jusqu'à la fin du projet, où la mission 4 est un petit peu la tâche finale. Les élèves voient les différentes étapes. Dans ce projet-là, je donne la tâche finale au début. Dans d'autres projets, on peut imaginer que la tâche finale pourrait être construite par les élèves pour être une surprise. Enfin, il y a plein de manières de faire la tâche finale, mais pour ce projet-là, ça me paraissait essentiel de le savoir dès le début pour savoir où on allait. Dans mon fonctionnement de classe, où ils travaillent par équipe et par îlot, donc ils ont une feuille de route qui est un peu la reprise de l'infographie, mais qui permet de voir un petit peu ce qu'il y a à faire, une sorte de feuille de route avec les dates, avec en gras les dates butoirs sur lesquelles il faut me rendre les productions, les différents
rôles qu'ils vont choisir pour cette mission-là. Je vous expliquerai un peu après un petit peu ce que j'entends par rôle, c'est-à-dire que c'est des rôles tournants tout au long du projet qui permet à chacun de faire tous les rôles. Les questions à se poser, j'aime bien les questions, ça me permet de poser un problème, d'y répondre, et du coup je trouve que les élèves rentrent tout de suite dans le jeu, de se dire ah il faut qu'on réponde à la question, il faut trouver les informations pour répondre à la question. Et puis l'évaluation ici en termes de niveau du CECRL, où progressivement je n'affiche que les niveaux à valider, je n'affiche plus les niveaux qui sont déjà validés afin que l'élève voit où il en est de son parcours. Donc concrètement, dans les activités que je mène en classe, donc pour ce projet-là, donc en classe, je leur montre d'abord, je donne à chaque groupe un ensemble d'images où ils doivent discuter ensemble et collaborer pour essayer de me trouver une définition, de m'écrire un mémo sur le tourisme en utilisant les images, donc ils discutent, tout ça. Je me rends compte rapidement qu'ils discutent encore en français. C'est un bon début de communiquer. Je suis assez pour qu'ils communiquent au début du trimestre en français, où on bannit pas le français pour les apprendre à communiquer parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais progressivement les amener à communiquer en anglais. Et là, c'était un exemple parfait. On arrête, je dis voilà, qu'est-ce qui se passe, il y a des communications, mais qu'est-ce qui bloque? C'est pas de l'anglais. Donc je leur montre une petite vidéo conceptuelle où je leur demande de repérer surtout, non pas le contenu, mais les structures qui sont utilisées par les personnes pour pouvoir parler et discuter ensemble. Et du coup, ils prennent des notes, on met ensemble, on fait un petit tableau ici, un petit tableau qu'ils mettent dans leur cahier sur les différentes structures à utiliser, et puis je leur mets, bah allez, on repart, on rediscute, et puis je passe et je les écoute, et ils essayent d'utiliser un petit peu ces différentes structures. Pendant l'heure, la personne qui écrit, elle m'écrit le mémo. Les autres qui sont speakers, je fais venir un speaker de chaque équipe et je les mets en position de discuter un peu un bilan des photos. J'essaye de voir s'ils sont capables de réinvestir les structures de discussion dans une situation concrète, et j'essaye de voir qui prend la parole, comment ça se passe. Afin de les amener progressivement à utiliser de manière naturelle ces structures de la discussion. À la maison, ils doivent lire un document, donc j'ai 6 groupes, donc j'ai trouvé 6 documents, un par groupe, donc c'est des textes à lire, donc il y a différents types de textes qui représentent des différentes formes de tourisme. Chaque groupe a une forme de tourisme sur laquelle travailler. Et pour ce qui est de la compréhension écrite, on a discuté ensemble et on discutait ensemble sur une manière de pouvoir traiter les informations, en sachant qu'on a créé ensemble une sorte de grille. Enfin alors, moi c'est sous forme de grille parce que je suis visuel, mais les élèves peuvent faire autre chose que la grille, où on a A2, A2+, B1-, B1, B1+, et en fait, quelles sont les questions qu'il faut se poser, les types d'informations à chercher, et après on les cherche dans le document. Donc le type de document, les questions basiques, les différentes parties de la structure du document, les idées principales, et puis une fois qu'on a trouvé les idées principales, hop, pour chaque idée, les détails et tout ça, pour que progressivement ils repèrent les choses dans le texte et que la compréhension devienne de plus en plus facile. Les niveaux B1+, B2, souvent je ne les demande pas à faire à la maison parce qu'ils sont un peu plus compliqués, certains élèves n'y arrivent pas, mais je reprends en classe ces étapes-là. Une fois qu'on met en commun, on reprend ensemble ces étapes-là pour être sûr qu'ils puissent savoir comment faire pour la prochaine fois. Les documents sont différenciés suivant le niveau des élèves afin qu'ils soient toujours en situation de réussite. Donc on revient en classe et ils doivent me présenter, chaque groupe doit présenter à la classe une forme de tourisme sur laquelle il a travaillé, donc une grande discussion qui s'engage, où ils réinvestissent à nouveau la discussion. Ils doivent me faire une présentation orale, mais pas devant la classe, d'abord par rapport à moi. C'est-à-dire qu'en fait ça passe toujours par moi et on a une discussion par petit comité où je leur donne des indications pour l'oral. Et donc ils écrivent un petit texte. Quand ils sont amenés à écrire, pour la correction, en fait, je ne corrige pas, je ne donne pas les réponses. J'ai instauré un code avec eux, donc tout ce qui est vert, c'est tout ce qui est bien. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire. Quand c'est souligné, c'est bien, mais bon, on peut trouver d'autres structures plus complexes. Entourer, c'est pas mal. Et encadrer, c'est vraiment des structures super, des structures très complexes, très, très riches, et qu'il faut à tout prix se dire qu'il faut les réutiliser la prochaine fois quand ce sera possible. Et de l'autre côté, en rouge, je souligne des erreurs qui sont embêtantes mais qui ne me gênent pas dans le message. J'entoure des erreurs qui sont dues à plus ou moins une traduction en français et j'encadre les erreurs par contre qu'il faut vraiment corriger parce que ça ne veut rien dire et je ne comprends pas du tout. Ce qui fait qu'ils se corrigent d'abord et c'est quand ils ne trouvent pas qu'ils me font appel à moi. Ils peuvent essayer de se corriger entre eux dans le groupe, mais je suis le dernier recours pour essayer de voir les erreurs qu'ils peuvent corriger d'eux-mêmes. Puis je leur donne dans la deuxième partie à travailler sur l'écotourisme et je leur demande à regarder à la maison une série de vidéos. Donc au sein d'un groupe, il y a 4 vidéos comme il y a 4 élèves. Et du coup, j'ai codé les niveaux de difficulté des vidéos. Ils se répartissent le travail entre eux. Chacun va devoir gérer une vidéo en prenant des notes, tout ça.
Et donc j'ai mis un QR code un petit peu pour ceux qui ont la possibilité avec leur smartphone de pouvoir accéder directement aux vidéos. Si les élèves n'ont pas internet, je mets les vidéos que je convertis, je les passe sur l'intranet du lycée afin qu'ils puissent quand même avoir accès à ces documents avec une clé USB. Donc chaque élève va regarder sa vidéo. Le cours d'après, ils mettent en... Non, oui, donc ça c'est la grille, qui est un peu la même grille que tout à l'heure en fait, mais qu'on peut adapter aussi à la compréhension orale. Et à chaque fois à la maison, je leur demande de me faire un petit résumé en français du document, afin de pouvoir vérifier la compréhension, en passant par le français, parce que des fois, certains élèves en anglais ont le problème de la barrière de la langue qui peut gêner un petit peu ma compréhension, ma vérification de la compréhension. Mais plus les élèves avancent, et au final, certains n'ont plus ce paragraphe en français à en faire, ils font directement en anglais. Donc ils doivent débattre sur l'écotourisme, donc il y a une discussion qui s'engage dans le groupe sur le pros and cons, pam. Ils doivent écrire un mémo et à nouveau les speakers viennent expliquer un petit peu où ils en sont. Ce qui les amène à avoir des besoins et sur lesquels je peux venir engager des choses sur le contraste. Enfin, je nourris un peu par rapport aux besoins, ou quand les besoins me semblent être des besoins du groupe, je fais un arrêt. J'explique un petit peu au tableau et on écrit dans le cahier des structures qui peuvent servir à tout le monde, qui sont intéressantes. Puis là, j'ai une partie de mon cours qui est un peu plus de la classe inversée 2.0 où je leur donne sur les flux migratoires une vidéo que j'ai trouvée qui est assez magistrale, mais magistrale déportée à la maison où ils doivent prendre des notes, écouter la vidéo. Et du coup, quand ils reviennent en classe, je leur donne dans un groupe des témoignages à lire qui ont rapport avec ça et voir qu'est-ce qu'ils ont compris dans les concepts à réutiliser ici. Et à nouveau, une discussion s'engage, toujours une écriture avec un nouveau writer dans le groupe qui fait que ça tourne et on est toujours dans ce système là de production totale où on est dans la production. Voilà les exemples de texte que je peux donner. Et puis à la fin on arrive à la mission 4, à la fin du projet, donc où des anciens élèves à moi vont se filmer pour être des clients qui vont expliquer un petit peu leur cas. Et chaque groupe va devoir choisir un cas et devoir discuter ensemble, écrire la plaidoirie, la présenter après en classe devant tout le monde où il y aura un système d'interaction avec des questions pour savoir quelle est la plaidoirie la plus appropriée, la plus intéressante. Pour moi, on fait des cours avec son cœur et ce qu'on est. Vous voyez, j'ai un peu mélangé un peu tout. Je trouve que la classe inversée est un concept qui est évolutif, qui se nourrit des expériences des uns et des autres. Ma classe inversée aujourd'hui n'est plus du tout la même que celle avec laquelle j'ai commencé il y a 2 ans. Elle s'est nourrie des expériences des uns et des autres, des idées des uns et des autres, que ce soit la team phys, des collègues de physique, d'éducation musicale, des gens avec qui j'ai discuté, avec lesquels je me suis un petit peu approprié un petit peu ce qu'ils faisaient, je l'ai adapté en anglais. C'est ça qui m'intéresse dans la classe inversée, c'est que c'est pas un dogme, c'est une pratique quotidienne qui se nourrit d'expériences, qui s'enrichit, qui évolue et qui fait toujours qu'on se remet en question pour les élèves et pour les progrès des élèves. Donc dans mon fonctionnement de classe, voilà comment ça se passe. Je travaille par îlot ludifié, où ils ont des rôles à jouer. Et il y a 3 grands rôles dans mes groupes de 4. Il y a le writer, c'est celui qui va écrire, qui va produire de l'écrit à travers les discussions, mais c'est lui qui va écrire quelque chose, le mémo, des choses concrètes, c'est lui qui va être amené à écrire. Il me fait un premier brouillon que je corrige avec ma grille, et son travail après sera de pouvoir mettre cet écrit-là qui va corriger sur une plateforme commune, qui est la trace écrite, qui va être consultable de tout le monde, donc j'utilise Padlet, qui est l'une des choses les plus intéressantes à mon goût et les plus jolies, les plus ludiques et surtout les plus accessibles pour les élèves, où chaque writer va mettre à chaque fois le paragraphe qu'il aura fait, ce qui fait qu'au final, la classe pourra consulter les traces écrites de tous les groupes et s'enrichir de ces traces écrites pour avoir du vocabulaire en plus. Les speakers qui vont devoir venir me parler pour m'expliquer un petit peu où ils en sont dans le travail et me faire un petit bilan oral de ce qui a été dit. C'est un petit peu la même chose que le writer, mais je demande à chaque fois que le speaker ne vienne pas avec le texte du writer, mais avec des notes, pour essayer d'avoir une discussion vraiment naturelle. Et quand c'est comme ça, ils peuvent très bien à la maison après, une fois qu'ils ont des conseils sur la remédiation, se réenregistrer avec vocaroo.com qui leur permet de se réenregistrer à nouveau au calme et de me renvoyer ça pour voir comment leur oral a été modifié avec les conseils que j'ai pu leur donner. C'est un peu comme ma grille d'écrit mais pour l'oral. Et puis, le troisième rôle, c'est ce que j'appelle maintenant expert. Avant, il s'appelait dictionarist. Il devait chercher des mots dans le dictionnaire, mais j'étais pas trop content de son rôle-là. Et puis finalement, je l'ai fait évoluer. C'est l'expert qui va aider les writers et les speakers à écrire. Souvent, je les prends en début d'heure, tous les experts de tous les groupes, et puis on a une discussion. Voilà, qu'est-ce que vous devez écrire? On doit écrire un mémo. Ok, maintenant on discute ensemble. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans un mémo? Et là, émergent les besoins, et puis on discute ensemble des concepts qu'on a besoin. Je les écris au tableau, eux ils écrivent sur une note, et leur mission est, dans leur groupe après au retour, d'expliquer un peu ce qui s'est passé pour les accompagner. Et je pense nommer un super expert qui lui va mettre sur le Padlet en cours
un petit peu la trace écrite conceptuelle. Alors évidemment, on fera des phases où les élèves écriront sur le cahier, mais il y aura aussi cet espace-là où ils pourront très bien revenir, savoir où chercher les concepts comme ils ont besoin. Et j'aime bien cette interaction entre les pairs parce que finalement, l'explication, elle se passe comme ça. Elle se passe comme ça avec leurs mots à eux, ce qu'ils comprennent, et on avance progressivement. Et chacun se met en position de devoir réexpliquer, que je trouve est aussi une compétence qu'on doit travailler, c'est-à-dire être capable d'expliquer aux autres certaines choses. Ma classe s'organise comme ça, donc j'ai mes îlots, j'ai donc mon tableau VPI donc, que je vais utiliser. J'ai des tablettes à disposition aussi, j'ai mes dictionnaires. Alors le numérique est une part de la classe inversée pour moi, mais n'est pas le cœur même. Elle n'est qu'un outil plus-value. Et la classe inversée pour moi est plus pédagogique et plus profonde dans le concept, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs qui faisons de la classe inversée. C'est la classe inversée qui est un concept et le numérique est une plus-value qui nous permet un petit peu de pouvoir faire ça. Pour l'évaluation, en fait, j'ai un peu abandonné les notes, je les mets que sur le logiciel, mais avec les élèves, des discussions par rapport au niveau, à savoir donc à 1, à 2. Et j'ai donné ce document-là au début d'année aux parents et aux élèves pour qu'ils puissent lire les notes qui sont dans le logiciel pour savoir à quel niveau ça correspond. Par trimestre, je mets 5 notes qui correspondent aux 5 activités langagières et je ne garde à chaque fois que la note qui correspond au niveau atteint. Et au trimestre d'après, je pars de ces notes-là, c'est-à-dire qu'on part jamais de zéro, on part de là où on s'est arrêté pour bien voir la progression, en se disant qu'à chaque fois, il faut viser des niveaux et donc progresser. C'est où on reste au niveau où on est, ou on progresse. Mais il n'y a pas de régression. À partir du moment où on a atteint un niveau, on a les outils pour ce niveau-là et on ne peut pas faire en dessous. Si on fait en dessous, c'est un raté. Et pour moi, un raté ne doit pas avoir une influence sur la suite des choses. Et puis quand je fais des corrections, par exemple ici, je mets toujours donc mes différents critères. Je mets un petit paragraphe en français sur là où qui correspond au niveau et je mets une petite cible pour savoir voilà, si tu veux aller au niveau d'après, voilà ce qu'il faudrait que tu fasses, voilà ce qu'il faudrait que tu rajoutes, voilà ce qu'il faudrait que tu fasses. Et l'élève a la possibilité de refaire le travail autant de fois qu'il veut tant qu'il n'a pas atteint le niveau qu'il a envie d'atteindre en ayant compris comment faire. Les élèves peuvent refaire du travail. C'est de l'autonomie, c'est-à-dire que ce sera toujours en plus du travail à faire, mais ils ont cette possibilité-là de pouvoir refaire le travail et de changer en fait le niveau et de montrer qu'ils ont progressé. Voilà un petit peu ma classe inversée, j'ai essayé d'être un peu bref, je suis succinct. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre des commentaires en bas de la vidéo. Si vous voulez